Bonjour à tous, capsule juridique numéro 239 du 13 février 2025. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de la France, de l'Argentine et je terminerai par une nouvelle à caractère international. En France tout d'abord. J'ai déjà évoqué plusieurs fois le logiciel BriefCam, qui est ce logiciel qui permet l'exploitation des images captées à l'aide des caméras de vidéosurveillance et surtout, ce qui est illégal, d'activer des fonctions de reconnaissance faciale. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes capsules depuis le début, je renvoie à ce sujet déjà aux capsules 191 de décembre 2023, 208 de mai 2024 et enfin la capsule 234 de décembre 2024, donc assez récente. Et si j'y reviens aujourd'hui, c'est parce qu'un nouveau jugement a été rendu. Il s'agit cette fois d'une décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 janvier 2025. L'association La Quadrature du Net ainsi que certains particuliers avaient saisi la justice administrative pour contester la décision de du maire de la ville de Moirans de mettre en œuvre le logiciel BriefCam sur le territoire de sa commune située dans l'Isère. Il était aussi demandé qu'il soit fait interdiction à cette commune d'utiliser ce logiciel sous peine d'astreinte. Au total, par le biais de décisions successives, c'était en fait 50 caméras qui avaient été déployées dans cette ville d'environ 65 000 habitants. Les demandeurs démontraient que le logiciel BriefCam avait été quant à lui déployé dans les locaux de la commune dans le courant de l'année 2019, alors qu'aucune décision formelle n'avait été prise concernant ce logiciel. En fait, les décisions qu'ils ont attaquées concernaient essentiellement l'installation des caméras, mais il n'y avait pas eu de vote réellement sur l'installation du logiciel. L'un des plaignants réside sur le territoire de la commune et soutient que 2 caméras installées au niveau de la gendarmerie filment en permanence l'impasse dans laquelle il habite, ce qui démontrait son intérêt à agir. Et au moment justement d'examiner l'intérêt à agir de la Quadrature du Net, le jugement rendu souligne aussi que si en principe une décision ayant un effet local empêche une association au ressort national de prendre part à un litige, je cite, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui par leur nature et leur objet excèdent les seules circonstances locales. Fin de citation. Pour cette raison, donc, la Quadrature du Net a été déclarée recevable, et ce fut aussi le cas de 2 autres parties intervenantes volontaires, à savoir la Ligue des droits de l'homme d'une part et le Syndicat des avocats de France d'autre part. C'est toujours les mêmes parties. Dans les affaires précédentes, on avait exactement les mêmes demandeurs. En tout cas, les associations, c'était les mêmes. Sur le fond, le tribunal administratif de Grenoble va se baser sur les articles 2 et 3 d'une directive européenne d'avril 2016, à savoir une directive traitant de l'utilisation des données personnelles à des fins judiciaires. En fait, c'est une directive qui a été publiée quelques jours après le RGPD, le fameux RGPD que l'on connaît, et qui donc concerne essentiellement l'utilisation de ces données pour des poursuites judiciaires, pénales, etc. Le tribunal administratif se penche sur le manuel d'utilisation du logiciel et relève que celui-ci contient 3 modules différents qui sont décrits dans le jugement. Je cite. En l'espèce, le manuel d'utilisation versé en défense indique que le logiciel BriefCam permet une analyse et une recherche vidéo rapide, l'extraction de données vidéo en rapport quantitatif et des alertes intelligentes, réduisant considérablement le temps d'identification des menaces de sécurité tout en augmentant la sûreté et en optimisant les opérations. Il comprend 3 modules. Le premier, dénommé Review, permet la génération de synopsis vidéo sur la base de vidéos provenant de fichiers hors ligne et de plateformes VMS en ligne, avec une gestion complète des cas et des fonctionnalités puissantes telles que la recherche multicaméra, la similarité d'apparence et la reconnaissance faciale. Le deuxième module, dénommé Research, facilite l'exploitation des renseignements dérivés de l'analyse vidéo quantitative pour une prise de décision informée et basée sur les données, y compris les analyses de tendances avancées et dimensionnelles d'indicateurs de performance, zones, trajectoires, durée et autres, ainsi que les fonctionnalités tableau de bord et de planification. Le dernier module, dénommé Respond, prend en charge la fourniture de réponses proactives aux événements critiques pour une sûreté et une sécurité accrues, avec des alertes personnalisables, des rapports d'alerte et des notifications par Internet. Fin de citation. Et face à cela, malgré les dénégations de la commune qui affirmait ne pas se servir de certaines des fonctionnalités du logiciel, le tribunal administratif confirme, je cite, que les images d'une personne physique collectées par une caméra constituent bien une donnée à caractère personnel au sens de la directive européenne, donc celle sur les poursuites judiciaires, dès lors qu'elles permettent d'identifier l'individu concerné, et sans incidence à cet égard l'usage effectif que fait la commune du logiciel dès lors que les images captées comportent des données identifiantes. Fin de citation.
En outre, le tribunal relève aussi que parmi les modules de logiciels que la commune admettait utiliser, le module Review devait être examiné de plus près. À ce sujet, le tribunal dit ceci. Je cite à nouveau. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le module Review, qui est utilisé par la commune, inclut des fonctionnalités d'analyse d'images, notamment par l'application de filtres par sexe, taille, type de vêtements, de couleur ou d'analyse des comportements de déplacement. Il inclut par ailleurs un filtre de similitude d'apparence qui permet d'isoler les objets similaires à ceux présélectionnés et notamment de suivre une personne aperçue sur plusieurs caméras. Il comporte également une option permettant d'ajuster le seuil de tolérance des filtres utilisés afin de maximiser ou minimiser la correspondance des résultats en fonction de critères de recherche renseignés. Ce dispositif, qui permet notamment d'organiser, d'utiliser et de rapprocher les informations contenues dans ces images, intègre des traitements distincts de la collecte et de l'enregistrement de ces données. Enfin, il ressort du procès-verbal de contrôle réalisé par les services de la CNIL que le logiciel BriefCam, qui analyse les images enregistrées issues de 38 caméras installées sur le territoire de la commune, est utilisé pour les besoins de la police municipale, principalement en cas de dépôt de déchets sauvages et de dégradation du mobilier urbain, et pour procéder à la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Il est également utilisé pour les besoins de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. Ces traitements, au regard des finalités pour lesquelles ils sont utilisés, relèvent du champ d'application de la directive européenne, donc d'avril 2016, et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Fin de citation. Au final, après avoir relevé également que la mise en œuvre du logiciel BriefCam sur le territoire de la commune n'avait été accompagnée de la détermination d'aucune finalité explicite et d'aucune garantie de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée des administrés, il fallait l'annuler. Aucune astreinte n'est malheureusement prononcée pour forcer la commune à exécuter le jugement rapidement, et c'est une affaire à suivre parce qu'il est probable qu'un appel sera interjeté, mais cette décision devait être mentionnée. Aux USA à présent, le 5 février, le site officiel du procureur général de Caroline du Sud, Alan Wilson, annonçait que ce procureur menait une coalition de 17 procureurs généraux enquêtant sur Anthony Fauci. Petit extrait du communiqué officiel, je cite. Le pardon général du président Biden à l'égard du Dr Fauci est une tentative honteuse d'empêcher la responsabilité, a déclaré le procureur général Wilson. Si l'un de ces résultats indique des violations des lois des États, nous sommes pleinement prêts à prendre les mesures appropriées pour garantir que la justice soit rendue. La lettre fait suite à la publication du sous-comité de la Chambre sur le rapport final de la pandémie de coronavirus qui détaille les échecs généralisés et les inconduites potentielles par des fonctionnaires de haut rang, y compris le Dr Fauci. Le rapport met en évidence les déclarations publiques trompeuses concernant les origines du Covid-19, la mauvaise gestion des financements des instituts de la santé et les efforts pour supprimer les discussions spécifiques sur les risques de la vaccination. Fin de citation. Tout cela avance donc à nouveau dans le bon sens, affaire à suivre. Un petit mot sur l'Argentine également. Dans un article du 10 février, on apprenait que Javier Milei, le président argentin, annonçait que non seulement l'Argentine se retirerait de l'OMS, mais aussi et surtout qu'une poursuite serait engagée contre Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, pour crimes contre l'humanité. Le premier des deux articles dont je mets la référence sous cette capsule précise ceci, je cite. Selon le gouvernement, les citoyens ont été exposés à l'esclavage pendant la pandémie, en particulier les mesures de quarantaine obligatoire et les difficultés économiques associées ont eu de graves conséquences. En outre, le gouvernement de Milei prévoit un examen complet de la gestion pandémique sous l'ancien président Alberto Fernandez et certains de ses consultants les plus importants. Fin de citation. Et le second article que j'y cite précise un peu la substance de la poursuite envisagée. On lit notamment ceci, je cite à nouveau, le gouvernement de Javier Milei accusera Tedros de soumettre les citoyens aux conditions de l'esclavage. Comme expliqué par la journaliste Cristina Pérez, l'Argentine affirmera que les citoyens ont été soumis à des conditions d'esclavage en raison de mesures telles que la configuration des quarantaines obligatoires, la dépendance à l'égard des subventions publiques et les difficultés économiques causées par ces politiques. L'administration Milei étudiera également la réponse locale à la pandémie. Sous l'examen sera son prédécesseur, le péroniste Alberto Fernandez, et certains de ses principaux conseillers. Fin de citation. Enfin, pour terminer, une information en droit plutôt international et plus précisément en droit du sport. Vous vous souvenez sans doute de la polémique née pendant les JO à propos de deux athlètes concourant en catégorie féminine de boxe, à savoir Iman Khelif pour l'Algérie et Lin Youting pour Taïwan.
La question était de savoir si celles-ci étaient en réalité des athlètes transgenres, ce qui leur donnait un avantage physique non négligeable en catégorie féminine. Et on assiste depuis plusieurs mois à une bataille d'articles dans la presse à travers le monde. La Fédération internationale de boxe avait annoncé de façon tout à fait officielle qu'elle excluait les deux athlètes après que des tests génétiques aient été effectués, démontrant qu'il s'agissait bien de deux hommes. Ainsi, le journal de Montréal annonçait le 5 août dernier, je cite, « Le résultat médical des tests sanguins, et ce sont les laboratoires qui le disent, montre que ces deux boxeuses sont des hommes », a affirmé Ioannis Philippatos. Le problème est que nous avons deux tests sanguins avec des cariotypes d'hommes, c'est la réponse du laboratoire, a-t-il ajouté. Le lien vers cet article est sous ma capsule. Indépendamment des répercussions personnelles que cette polémique parfois violente a pu avoir, il faut revenir aux règles juridiques, surtout pour les sports dans lesquels la force physique a une influence directe sur l'égalité entre les sportifs. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est essentiellement pour annoncer que la Fédération internationale de boxe a introduit une action contre le comité olympique. On sait que ce comité olympique était nettement moins regardant au moment des inscriptions et que les deux instances adoptent des positions diamétralement opposées. On avait même assisté pendant les JO à une conférence de presse un peu surréaliste dans laquelle un représentant du comité olympique affirmait, je cite, « Si quelqu'un nous présente un système scientifiquement solide pour identifier les hommes et les femmes, nous serons les premiers à l'utiliser. » Fin de citation. Donc, dans cette époque où certains ne savent apparemment plus faire la différence, on apprend dans un article du 10 février, je cite, « Quelques mois après les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les débats autour notamment de la présence d'Iman Khelif dans la compétition féminine, la Fédération internationale de boxe dépose plainte contre le Comité international olympique. » Fin de citation. Alors, il va falloir par contre qu'ils se mettent tous d'accord sur certaines données scientifiques, puisque malgré les résultats des analyses génétiques évoquées plus haut, le journal Le Parisien, dans cet article du 10 février que je cite, affirme que ces deux athlètes ne sont pas transgenres et qu'il s'agirait d'un cas d'intersexualité. Affaire à suivre, non pas pour le cas des deux athlètes elles-mêmes, mais pour le principe du respect de l'égalité physique dans la pratique des sports. Enfin, je vous rappelle que pour l'instant, je concentre toutes les bonnes nouvelles qui tombent d'une part sur mon canal Telegram Maître X officiel, quand c'est purement juridique, et d'autre part quand elles sont un peu moins juridiques sur le canal nommé Le Bout du Tunnel, parce que ça devient totalement savoureux, même si on est tous épuisés en parallèle, ça vaut vraiment le coup de suivre ce qui se passe, notamment aux USA, mais ça, vous l'aviez compris, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Donc je vous souhaite une très belle journée, tenez bon et à bientôt, au revoir.